On va y aller. J'ai un clown à côté de moi. Tu as un clown, ma pauvre Mireille. Chers amis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bien le bonjour. J'espère que vous avez de la chance et que vous avez un temps un petit peu plus chaud et un petit peu plus favorable, parce que nous, du côté d'Enghien-les-Bains, en région parisienne, écoutez, ça, on n'a pas envie de prendre un bain en tous les cas. Voilà. Donc, comme vous avez pu le comprendre, madame Mireille est parmi nous. Voilà, donc nous sommes ensemble pour un énième numéro de Quartier du Talent, que nous avons toujours de plaisir à présenter communément. Et tu parles bien, Carmen. Oui, je sais bien, je sais bien, mais tu sais, de longues années d'études pour ça, pauvre Mireille. Je sais. Et alors aujourd'hui, j'allais dire, la littérature va être à l'honneur. Mireille va me répondre comme d'habitude. Comme d'habitude, mais pas tout à fait. Parce que l'espèce de loustique qui est à côté de toi... Oui, c'est vrai, c'est pas tout à fait. Eh bien, lui, alors il tire, comme je disais tout à l'heure, il tire sur tout ce qui bouge. Enfin bon. Hein, ceci dit, je parle de façon... il tire sur tout ce qui se bouge, artistiquement parlant, voilà. Bien entendu. Après, je ne me permettrai pas, puisque madame est là, donc nous ne faisons pas dans la grivoiserie. C'est pas du tout le genre de l'émission. N'est-ce pas, Mireille? Ah non, pas, non. Nous sommes franchement des modèles de courtoisie, de bienséance. De sérieux, de sérieux. Oh bah de sérieux. Alors voire ça... d'austérité. Hein. Ah ouf, pratiquement. Nous n'avons pas de réclamation. Alors il faudrait peut-être... Voilà, Marie Maloc, il faudrait peut-être remonter la sucette, parce que sinon on vous entendra pas, on va entendre de rigueur. Oui. Ah, c'est tout à fait. Oui. Mais quelle voix. Marie Maloc, ça va? Ça va. Ah, voilà, elle voulait pas, il a fallu que je la traîne par les cheveux. On a presque la famille Maloc en entier. Oh oui, puis il y a les deux bambins, je sais plus. Il y a Brutus, et puis je sais plus qui d'autre. Théodore Brutal. Théodore Brutal, et puis l'autre? Narcisse Macduff. Oh oui, voilà. Donc tout ça pour vous dire que nous allons recevoir dans un premier temps, et même jusqu'au bout de l'émission, Monsieur Maloc, pour déjà l'aspect littéraire, mais quand je vous disais qui tire sur tout ce qui bouge, c'est que ce petit monsieur que nous avons, moi à ma droite et toi à ta gauche, c'est un créateur, mais un créateur dans beaucoup de domaines. Dans la photo, dans la peinture numérique, dans la musique. Il trouve de quoi écrire des polars. Enfin bon, on se demande quand est-ce qu'il attend de faire le café. Il fait pas, peut-être. Il fait pas le café, Mme Maloc? Si. Ah, il fait le café aussi? Il fait surtout très bien la cuisine. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Mais vous avez une perle. Le marché. Oui, le marché et la cuisine. Oh, et puis alors, écoute, Mireille, tu n'as pas vu, mais alors, il y a un petit œil. Voilà, on va peut-être partir, Mireille. Hein, voilà, parce que j'ai l'impression que pourtant, ça fait 40 ans. Eh oui. M'a dit Mme Maloc, sous la torture, qu'il se supportait. Bien encore, il avait l'œil qui frisait. Franchement, non, c'est beau. Au bout de 40 ans. Ah là là, c'est beau. Voilà, donc, nous allons parler avec Maloc du cimetière des Hirondelles et de tout... Sa vie, son œuvre. Et ses œuvres. Ses œuvres. Monsieur Maloc, on est allé faire un petit tour sur son site, sous vos conseils éclairés et avisés. Toujours. Pour voir un petit peu ce que vous nous proposiez. Et là, moi, je suis un petit peu tombée de ma chaise, parce que avec tout ce que vous faites, mais vous êtes dans la création perpétuelle. Oui, en effet. Oui, on peut pas trop, je peux pas trop nier. Hein, c'est une. Non, là vous pouvez pas. Là, je suis pris au piège. Je suis pris au piège. Non, mais comme je dis parfois, quand on a besoin d'une petite tape dans les fesses pour commencer à respirer. Moi, j'ai même pas eu besoin de petite tape dans les fesses. Donc, depuis le départ, c'était une seconde façon de vivre que j'étais obligé de créer. Ça a commencé vraiment à devenir un peu envahissant à partir de 12-13 ans. Ah oui, quand même. Et ça m'a jamais quitté. Et c'était toujours pareil, c'est-à-dire que ce soit la musique, que ce soit les mots, les visuels. Alors au début, c'était très bordélique, parce que bien entendu, j'avais pas de cours pour ça. Je suivais
Il y avait pas de tapis musical sous votre voix. Là, il va y avoir Matou. Non, mais c'est pas mal non plus. C'est pas mal. Pas l'habitude, mais je vais m'y faire. Je pense. Il va falloir, de toute manière. Il va falloir. Et donc, ça a commencé surtout à l'adolescence. J'étais dans une famille qui n'appréciait pas particulièrement le monde artistique, donc pas d'encouragement de ce côté-là. Mais je me suis trouvé en train d'essayer de trouver des pianos à droite à gauche pour taper dessus, des guitares pour jouer avec, des appareils photo pour faire des clics avec, et ça n'a jamais arrêté. Donc ça a commencé par la musique, c'est ça? Ça a commencé, non, parce que ça a commencé par le dessin. Ah d'accord. Parce que j'ai même pas commencé par les poèmes. Si, j'ai eu aussi, mais j'ai fait la totale. J'ai eu le droit au poème. Je tenais le journal de poèmes de mon lycée. J'avais créé la revue qui s'appelait Le Violon Dingue, et qui réunissait les poèmes de tous ceux qui, au lycée Condorcet, voulaient bien participer. D'accord. Et on renotypait tout ça, et je sortais Le Violon Dingue pour toute la partie poème, la partie graphique. J'organisais tous les ans une exposition, toujours au lycée Condorcet, où j'essayais de faire participer un maximum de gens pour faire des expositions de photos et de tableaux. Et parallèlement à ça, j'avais un groupe d'amis avec lequel j'écrivais. Voilà. Et alors vos parents disaient rien? Mais c'était pas trop au courant. C'était pas trop un problème tant que je ramenais des notes correctes. C'était ça. J'ai très bien compris que si je voulais être tranquille, il fallait que je suive le bon chemin. Donc j'ai été jusqu'au doctorat d'État. D'ailleurs. Et oui, j'ai vu ça, un doctorat en marketing, c'est ça. Voilà. Donc j'ai suivi les études. Je les ai même accélérées. J'étais très vite pour qu'on me laisse tranquille. Et parallèlement, je faisais n'importe quoi. C'est-à-dire, je faisais ma musique, etc. Et je le faisais malheureusement sans mentor, sans tuteur, sans professeur. Entièrement autodidacte. Totalement autodidacte, ce qui m'a fait perdre énormément de temps. Parce que piano, il faut apprendre. Il faut une méthode quand même. Voilà, mais où se trouve le do? Alors, tiens, j'ai appris où était le do, comment on fait un do. Et le do mineur, comment je peux le faire? Tiens, peut-être je fais ça. Et pareil pour une guitare. Donc, à fait compte, je dis pas que je joue des instruments, je joue avec des instruments. Je joue avec une guitare, je joue avec un piano, je joue avec des batteries, et ça me permet de faire mes enregistrements comme ça. Par contre, en ce qui concerne l'écriture, là, bien entendu, j'ai eu la formation de l'école. Surtout à Condorcet, où il y avait quand même d'excellents professeurs, et avec lesquels je me suis parfaitement entendu. Mes profs de français, on était super copains, et c'était le démarrage. Premier roman terminé, je devais avoir 19 ans. Il y a un de tes profs qui t'a dit d'ailleurs, vous écrivez bien, vous pourriez faire des livres. C'était Les Eaux mêlées, c'était un prix Goncourt. Il s'appelait, on peut retrouver, c'était un professeur qui avait pris Goncourt avec Les Eaux mêlées. Ah oui, quand même, ça veut dire qu'il savait ce qu'il disait. Voilà. Donc il y avait déjà un potentiel à la base, comme on dit. Voilà. Donc, de ce côté-là, et puis bon, j'ai été aidé par ce champ-là. J'avais au moins une aide, alors que sur le plan musical ou en ce qui concerne le dessin, j'avais toujours le premier prix de dessin qui allait de pair avec mon dernier prix de maths. Ah, on peut pas tout avoir aussi, hein. Visiblement si, quand même. Mais en maths, c'est une horreur, c'était vraiment... Manifestement, il pêchait en maths, quand même. Oui, je pêchais en maths, je pêchais en chante-nat. Je faisais le nécessaire pour, en sciences humaines, faire le nécessaire pour que les choses se passent bien, j'ai les diplômes et tout ça. Mais, c'était pour gagner du temps et pour pouvoir rentrer vite chez moi et faire toutes mes musiques. Et je dis souvent, sans jouer les vieux... J'ai plus de 60 ans. Donc si en 40 ans on n'a pas le temps d'apprendre, moi ce qui m'étonne, c'est le peu de choses que les gens ont le temps d'apprendre. Franchement, apprendre à faire de la musique, c'est rien. L'important, c'est d'avoir quelque chose à dire. À partir du moment où on a quelque chose à dire, une émotion à transmettre, le reste, c'est que de la technique, c'est de la technologie. Et pour moi, c'est exactement le même métier. C'est-à-dire que j'ai mes émotions, et c'est mes émotions, de temps en temps, j'ai envie
de les transmettre par la musique, de temps en temps par la photo, par le visuel, de temps en temps par l'écrit. Mais c'est exactement la démarche est la même, c'est ce que vous voulez dire, quoi. Oui. Mais est-ce qu'on peut considérer que ce que vous aimez dans tout ce milieu artistique, c'est butiner, ou alors est-ce que il y a une activité prépondérante qui prédomine? Alors, l'activité prépondérante, c'est donc l'expression de l'émotion. Et ça, je me rends compte qu'elle ne se fait pas de la même façon si on a les médias. Quand on fait, là, récemment, j'ai fait une musique pour un film, pour un documentaire de 52 minutes. C'est de la musique africaine, etc. L'émotion, quand on fait ce travail-là, le plaisir, on l'a immédiatement. J'ai passé trois jours derrière mon écran à coller les sons, etc. Un peu comme on colle d'ailleurs sur un Photoshop quand on fait c'est exactement le même métier quelque part. Et c'est extrêmement chronophage. On baisse la tête, on commence à faire sa musique, etc. On lève la tête, il est 9h du soir. Et le plaisir, il est pendant qu'on le fait. Pour prendre tout à fait le contraire, quand on écrit, à part certains moments où il y a une petite exaltation, il y a les choses se passent bien, etc. La plupart du temps, c'est du boulot. Et le plaisir, il vient après. Il vient. Il n'est pas immédiat. Non, il n'est pas immédiat. Vous voulez dire, il vient une fois que le livre est terminé. Une fois que le livre est terminé, c'est presque une punition parfois que l'on. C'est vrai. Ah, oui, parce que un livre, enfin tel que je le conçois, moi je mets 3 ans pour écrire un livre. Donc se décider à faire un livre, il y a quelque chose de masochiste dans le travail, enfin pour moi, d'écrivain, alors qu'il y a quelque chose d'extrêmement jouissif quand je fais de la musique. Ben alors, vous voyez, parce que bon, moi je n'écris pas et je ne joue pas de musique malheureusement, mais je pensais quand même que cette liberté qu'on a, je vais dire dans tous les arts, mais surtout en matière de littérature, d'écriture, où vous créez des personnages, vous leur faites faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que si vous voulez qu'un tel tue un tel, vous pouvez. Ça doit être extrêmement jouissif, cette liberté. Alors cette liberté, elle est extrêmement jouissive en regard, par exemple, de ce que j'aurais voulu faire, peut-être ce que je voulais faire au départ, c'est dans le cinéma. Et tout aller vers une carrière de directeur. D'ailleurs, j'ai fait des films. J'ai fait des films dans le cadre de la publicité. J'ai fait des films de pub que j'ai conçus et réalisés. Mais là, on est en but. On est lié à des équipes, à des commerciaux, à des clients, à des acteurs. C'est une véritable galère. Et moi, ça m'a complètement découragé de continuer. Et en regard de cette activité-là. Donc Cannes, ce n'est pas pour vous. Oh non. Alors, non, mais je regrette un peu parce que ça doit être merveilleux de faire un film. Mais passer par ces fourches codines-là, c'est-à-dire faut être une pute complète pour avoir son financement. Faut être une pute complète pour. Ça c'est bien connu. Hein, c'est ce qu'ils disent tous. Ça. Quand on doit convaincre telle ou telle actrice ou acteur de faire telle ou telle chose, c'est pas du tout mon caractère. Moi, je suis très entier. Je m'engueulerai avec les gens au bout de 2 minutes et tout sauterait et je ferai une catastrophe. Donc, de ce côté-là, je reviens au livre. C'est merveilleux. Je pense que c'est pour ça que mes livres ressemblent à des films et à des grandes productions de 3 ans. Parce que c'est tout mon désir de faire ces grands films que je mets dans mes bouquins. Et en effet, là, je fais ce que je veux. Si je veux avoir un bateau plus gros, comme voulait Spielberg, a bigger boat, je peux avoir un bigger boat. D'accord. On parle tout de suite de Maloc ou du cimetière des Hirondelles ou... C'est comme elle veut. C'est comme elle veut. Elle choisit. Il est bien bon quand même, avec l'animatrice. Alors le cimetière des Hirondelles, alors déjà sorti chez Fleuve Noir. Eh oui. Donc respect. Eh oui. Déjà, parce que bon... à part que bon, c'est une des maisons que j'affectionne particulièrement, et c'est vrai que la plupart des auteurs, même, on va dire, allez, soyons fous, on va dire que tous les auteurs qui sont publiés chez Fleuve Noir
nous en avons reçu quelques-uns. J'allais dire un bon paquet, Mireille, et puis moi quelques-uns aussi le dimanche. Voilà, c'est une maison que j'aime beaucoup parce que manifestement ils ont une ligne éditoriale et un sérieux. Je vais pas dire qu'on ne trouve pas ailleurs. On va pas se faire d'ennemis, mais manifestement ils sont très regardants, ils sont très sérieux. Et puis, je crois qu'ils mouillent la chemise pour leurs auteurs. C'est pas pour dire du mal, mais ils sont bien. Ouais. Non, ils sont vraiment bien. Surtout que c'est pas évident quand même, Monsieur Malloc, parce que l'industrie du livre, comme l'industrie, j'allais dire comme l'industrie du CD, mais mieux que l'industrie du CD, parce que le CD, c'est vrai que ça va vraiment mal, mais l'industrie du livre, on peut pas dire que ça aille extrêmement bien. Malheureusement, il y a beaucoup de petites structures qui disparaissent au profit de l'outil Internet. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'a pas à bouger, on tapote. Maintenant, il y a des sites qui vous cassent les prix, voilà. Et tout ça fait beaucoup de tort. Ouais. C'est pour dire que l'industrie du livre, il faut qu'elle bataille. Ouais. Et là, on peut élargir à Univers Poche parce que c'est en fin de compte c'est un groupe. Et il fonctionne vraiment de concert, oui. Ouais, Pocket, ouais. Entre la patronne de Pocket, Valérie, que je salue, et celle de Cave Noire, mon éditrice France, qui s'appelle Céline, et toutes les personnes autour. Franchement, c'est-à-dire, moi je suis pas démago, au contraire, je suis plutôt un gros ours de mauvais mais pas mal léché, hein. Ouais, mais bon, j'aime pas qu'on me. Mais bon, il s'avère que je ne peux rien dire en ce qui les concerne. Ils sont professionnels, elles sont souriantes, elles ont de l'humour. Vous m'avez dit qu'elles étaient jolies en plus. En plus, elles sont jolies. Ouais. Donc je cherche, je vais trouver de quoi. Non, mais je veux dire, sérieusement, si vous voulez, on entend et j'entends moi quelquefois des auteurs qui nous disent que, leurs maisons d'édition, même si elles ont pignon sur rue, même si ce sont des grosses maisons, voilà, disons que ne leur font peut-être pas la publicité, qu'il faudrait. Alors après, évidemment, nous on n'est pas absolument pas partie prenante, mais non, mais c'est le cas. Je veux dire, ça peut être le cas. On sera jamais satisfait de sa maison d'édition parce que on a des intérêts en commun. De vendre. Et certains intérêts sont pas tout à fait les mêmes. Certains risques que on peut leur demander de prendre, pour eux, ont des répercussions plus importantes. Et donc, on n'est pas tout à fait... là, c'est l'homme de marketing qui dit qui. Il est évident qu'on n'a pas exactement les mêmes desiderata. Et on peut forcément... On pourrait leur reprocher, par exemple, de moins investir sur des jeunes espoirs, jeunes, c'est rigolo en ce qui me concerne, jeunes espoirs bourrés de talent, ça marche bien, comme moi, mais je comprends par exemple qu'ils investissent moins d'argent sur quelqu'un qui débute que sur quelqu'un qui est déjà confirmé, tout simplement parce que en termes marketing, cette somme-là va produire beaucoup plus d'argent. Oui. Et donc quelque part, il faut en même temps les comprendre et les embêter quand même un peu, leur dire faites quand même prenez quand même des risques. Oui. Et donc il va y avoir forcément une tension qui doit se créer, mais qui doit rester de bonne aloi. Ça doit pas tourner au pugilat, ça doit pas tourner et il faut rester intelligent les uns comme les autres. On le trouve pas dans toutes les maisons. C'est vrai. Voilà. Alors, Fleuve Noir, c'est super bien, mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est Malloc. Comment est-il né, ce fameux commissaire Par hasard sur une frite. Non, il est né vraiment par hasard. Il est né. Il avait des rames sur la frite. Et non, il est né. J'étais en train d'écrire un autre roman qui n'a rien à voir et dont le personnage principal me semblait était une frite. Comment vous savez? Je vous ai raconté déjà. C'est ça. Je veux pas dire que vous vous répétez, hein. Non, du tout. Loin de moi. Donc, était une frite qui me ressemblait étrangement. Et j'ai eu besoin d'un commissaire dans cette histoire-là. Un commissaire pour faire la moule. Et, ce commissaire-là, il fallait que je trouve un nom. Et, je me suis dit, je vais l'appeler Malloc.
Oui. Hein, pourquoi pas. De toute façon, j'en ai pas grand-chose à faire, étant donné qu'il va intervenir sur un chapitre. Bon. Je vais faire le contraire de ce que je suis. Je vais le décrire comme quelqu'un d'ours, un peu machin, un peu ambivalent, un peu pas comme je me vois. Bon. Et quand j'ai eu terminé, je lui ai rajouté un prénom idiot parce que Maloc, ça faisait quand même un petit peu qui peut produire des quiproquos. Oui, seulement avec Radio Anguin. Je vous en prie. Sur l'orthographie. Pas de médisance. Pas de médisance, monsieur Amédée. C'est vrai que Amédée prend et eux. Ouais, c'est vrai. D'où je pense. Oui, le quiproquo. Le quiproquo. Et donc, quand j'ai terminé ce personnage, ce bouquin, les gens à qui j'ai fait lire ce manuscrit m'ont dit c'est incroyable ce qui te ressemble, etc. Et je pensais qu'il me parlait du héros, mais non, il parlait d'Amédée Maloc. Et donc j'étais un petit peu vexé sur le moment. J'ai dit c'est pas moi du tout. Et puis je me suis rendu compte que l'inconscient avait mieux marché que le conscient. Et c'est souvent le cas. L'inspiration est un cran au-dessus de la réflexion. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait des personnages qui prenaient des libertés, si j'ai bien compris, c'est-à-dire des personnages qui devaient être secondaires et qui tout d'un coup se mettaient à avancer un petit peu plus vite que la musique. Où va-t-on maintenant si les personnages d'un bouquin se rebellent. Ouais. C'est pour ça qu'il faut être très sévère mais juste avec ses essais. Ah, mais toujours. Donc il faut les tenir à la schlag parce que de toute façon, en effet, ils essaieront de s'échapper. Ouais. C'est pour ça aussi que je fais des plans qui sont extrêmement longs, extrêmement serrés, parce que je sais que au moment où je me mets à écrire, au moment où l'inspiration va remplacer la il y en a bien qui doit se refiler comme ça entre les mailles. Il va se passer des choses. Ouais. Et donc, si déjà on n'a pas bien tout resserré, si les écritures sont pas, alors là, on part n'importe où et on risque de se demander au milieu du livre, mais où on en est. Bon, alors tu finis Maloc? Oh, je finis Maloc. Alors, tu finis Maloc. Qu'est-ce que je sais pas, moi, c'est proche. Alors, voilà, les projets. Les projets. Alors, il y en a-t-il, d'abord? Bon. Temps mort, je recommence. Non, alors, il y a, exposition, photo, ça va se calmer. Non, parce que c'était l'année dernière. J'avais sorti il y a 2-3 ans deux grands livres de photos qui s'appelaient Moon et Boob. Bien sûr. L'ami Guérito. L'un sur les fesses féminines. Oui. 200 fesses féminines. Pourtant, et l'autre sur les boobs. Non, oui, oui, d'accord. C'est pour ça que Mireille me disait qu'elle était un petit peu contrariée parce que vous n'avez pas fait appel à elle. Enfin bon, que voulez-vous que je vous dise? Oui, il y aura peut-être une réédition. Tout se discute. Après. Et donc, suite de ça, j'ai fait aussi un travail toujours avec mon ami Guérito sur le cheval. Et là, il y a eu beaucoup d'expositions qui ont été faites, notamment toute une série d'expositions au Maroc. Et pour l'année qui vient, fin 2014, ce seront les morphographies c'est mon travail de peintre qui va être mis en valeur. Morphographie. Ce serait trop long de vous expliquer, mais c'est. Et il reviendra. C'est un travail qui est à base, c'est de la peinture numérique. D'accord. Ah oui. Peinture numérique. Donc j'utilise plus d'acrylique ni de peinture à l'huile, j'utilise Photoshop. Voilà. Et parallèlement à ça, il y a les sorties de livres. Donc on peut annoncer que on va avoir en janvier la sortie a priori des Visages de Dieu, qui était sorti au Seuil il y a une dizaine d'années, mais dans une version double, puisqu'on passe de 300 à 600 000 exemplaires, à 600 000 signes. Et on va avoir aussi ensuite un nouveau Amédée Maloc qui va sortir en mars. D'accord. Qui devrait s'appeler Le Sanctuaire des Corneilles. Et on aura en octobre. Vous faites dans le volatile, monsieur Maloc. Oui, je sais, j'étais sûr. Je vais y avoir le droit. Là, il y en a deux qui se ressemblent. Et ensuite, en octobre, chez Pocket, il y aura la ressortie du Massacre des Innocents. D'accord, donc une belle actualité. Hein. Voilà. D'accord. Écoutez, on vous remercie vraiment sincèrement du fond du cœur. Moi, comment on appelle ça, ceux qui font du bruit, la bruiteuse. La bruiteuse. Voilà, vous remercie du fond du cœur. Je rappelle, si vous voulez lire, il y a Le Cimetière des Hirondelles, un thriller de Maloc qui est paru chez Fleuve Noir.
qui fait suite, mais les histoires peuvent se lire de façon indépendante. Le premier a été Le visage de Dieu, Le massacre des innocents et Le cimetière des hirondelles, le numéro 3. Voilà, ne vous en privez pas, c'est très très agréable, comme l'est le personnage. En ce qui nous concerne, nous, c'est terminé. Madame Mireille, grand merci. Monsieur Maloc, grand merci. Monsieur Alex, grand merci. Madame Maloc. Madame Marie Maloc. Madame Marie Maloc, grand merci. C'était une première pour Marie, donc très bien. Et bonjour au petit Maloc aussi. Voilà, et bonjour à vos deux petits Maloc. Et puis, en ce qui nous concerne, on se retrouve Mireille dans 15 jours avec un monsieur qu'on aime bien qui s'appelle Monsieur Jacques Sausset. Jacques. Voilà, c'est Mr. Jack qui se trouve...